Bonsoir à toutes. Merci, d'être là ce soir en direct avec nous pour, ce rendez-vous de reprise. Nous allons, faire notre rentrée avec, Léonard Van Hetzel qui vient de quitter la caméra, qui, inaugurera donc, ce rendez-vous, mensuel des 30 minutes avec, pour Octopus, notre directeur scientifique, sur une thématique dont il a le secret. Il va aborder la question, des mots au travers, des troubles du neurodéveloppement. Pardon Léo. Je te laisserai présenter ta thématique. Voilà, je vais aller assez vite. Je rappelle à tout le monde que, le fil de discussion, vous permet de mettre des commentaires et des questions qui seront ensuite posées à Léo à l'issue de son intervention de 30 minutes. Donc, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure de son intervention. Nous, on les collecte de notre côté et on lui transfère. Et j'en profite également pour vous rappeler qu'il s'agit d'un fil de discussion professionnel. Donc nous insistons sur, l'importance de votre bienveillance. Voilà, je ne vais pas, aller beaucoup plus loin, j'ai déjà mes enfants qui font du bruit derrière moi. Je te laisse Léo commencer ton speech. On a 30 minutes, je te signalerai quand on en sera à 30 minutes et ensuite on passera aux questions. Bonne soirée. Super, merci beaucoup Antoine. Ta caméra est encore branchée, Antoine. Alors, bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette chronique du 30 minutes avec. Donc, pour information, c'est pas moi qui ai décidé de participer. On m'a sollicité pour le faire, mais voilà, c'est pas de l'autopromotion. Et j'ai proposé une thématique, moi, que je trouve absolument fondamentale et pour laquelle une heure ne suffira bien entendu pas, mais je vais essayer d'être le plus schématique possible. C'est la question de la sémantique dans l'accompagnement de manière assez large des enfants, dans l'évaluation, dans la pose de diagnostic et bien entendu dans la logique d'accompagnement, de rééducation, de thérapeutique qui nous est demandée au quotidien sur le terrain. Et j'ai choisi cette thématique qui peut paraître c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, séduisant pour une webconférence. Et pourtant, j'espère vous montrer que c'est quelque chose de tout à fait fondamental et qu'on n'avancera pas dans une méthodologie interdisciplinaire si on ne se met pas avant tout d'accord sur les mots, ce que les mots recouvrent. Et j'ai décidé de commencer cette webconférence avec deux citations d'auteurs moi, que je tiens au panthéon de la littérature française. Le premier qui est Louis-Ferdinand Céline et le deuxième qui est Albert Camus. Alors la première est un peu longue, mais je vais vous la lire. Elle est assez terrible, mais de toute façon, c'est l'essence du terme. Avec les mots, on ne se méfie jamais suffisamment. Ils ont l'air de rien, les mots. Pas l'air de danger, bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni chaud, ni froid, et facilement repris dès qu'ils arrivent par l'oreille à l'énorme ennui gris mou du cerveau. On ne se méfie pas d'eux, des mots, et le malheur arrive. Voilà, c'est une phrase du voyage qui est très profonde, qui est très dramatique, mais malheureusement, on ne peut pas le contester. La deuxième est beaucoup plus courte et plus connue aussi. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Albert Camus, alors j'ai pas réussi à retrouver la source, si quelqu'un retrouve la source, c'est avec plaisir. Et la rumeur court qu'en fait, ce n'est pas Camus qui aurait prononcé cette phrase, mais un co-auteur. Bien, et je pense qu'en matière de TND, en général d'enfance atypique, parce que ça ne concerne évidemment pas seulement les enfants porteurs de TND, ben je pense qu'en France, aujourd'hui, on a vraiment un pas à franchir en matière de sémantique, et je vais essayer de vous le démontrer via 5 points. Le premier point, c'est évidemment la sémantique des 10. Pour ceux qui me connaissent, moi, c'est vraiment un point sur lequel je suis obsessionnel depuis une dizaine d'années au moins. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il est urgent, au moins en tant que professionnel, sinon en tant que parent, de ne plus avoir recours à cette sémantique. Et je vais vous en expliquer les raisons. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que j'ai plein d'autres points à traiter ce soir. Le deuxième point, c'est la question de l'identitarisme et de la sémantique qu'on utilise. Ça vous paraît peut-être un peu obscur, mais c'est très important, cette question de être ou ne pas être. Le troisième point porte sur le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont on va très clairement remettre en question la sémantique. Et le quatrième point, le point suivant, portera sur la question de la mémoire de travail. Voilà, la question de la mémoire de travail. Et je vais vous démontrer pourquoi, en tant que strict, la mémoire de travail n'existe pas, mais que l'usage d'une certaine sémantique peut nous induire en erreur et peut avoir des conséquences, bien sûr, sur les parcours des enfants, sur nous-mêmes, bien entendu.
sur les familles, et je vais essayer d'illustrer chacun des points que je vais développer avec des exemples pratiques pour vous montrer les enjeux absolument fondamentaux d'une sémantique à l'heure où tout notre système sanitaire, médico-social, éducatif est en mouvement, que tout est en train de bouger vers la sémantique du neurodéveloppement. Bon, j'avais aussi prévu de vous expliquer pourquoi est-ce que les chiffres ne sont pas des chiffres. C'est aussi une sémantique, hein. Mais pourquoi nos chiffres en psychométrie ne sont pas des chiffres. Mais je crois que je vais être un petit peu juste. Si vous voulez que je développe, il faudra me poser la question dans 25 minutes. Donc, je commence avec un élément très pratique et une situation concrète. Alors, pour l'équipe d'Octopus qui est en backup, je consulte ni le chat des participants, ni le chat privé. Donc, si vous avez un message à me faire passer, on s'en occupe. Merci. Merci, Antoine. Alors, je vous parle de l'histoire d'une petite fille alors, qui existe, qui est un cas absolument typique. Elle s'appelle Lisa, elle a 9 ans, 10 mois, et elle consulte avec les diagnostics suivants. Elle est dyslexie dysorthographique, elle a un trouble de l'attention, elle a un trouble de la mémoire de travail, et donc, il est hors de question d'imaginer lui apprendre... Ah, elle est aussi dyscalculique. Et donc, il est hors de question de lui apprendre les tables, parce que non seulement elle a un trouble de la mémoire, mais en plus, elle a un trouble du calcul. Donc, c'est la parfaite multidis telle qu'elle se déploie, telle que ça se déploie de manière totalement anarchique en France depuis une douzaine, quinzaine d'années. Bien, je vais aller plus loin. Bien entendu, cet enfant est en échec à l'école depuis le CP à peu près, depuis la rentrée dans la lecture. Je vais la voir en bilan. Et ce que je découvre, c'est que cet enfant n'a pas à la fois la peste, le choléra, la syphilis et un bureau de tabac. Parce que c'est ça qu'on dit, si on dit tout ça. Parce qu'il faut être rigoureux. Alors, je suis désolé, je ne veux pas passer pour le mec plus obsessionnel qu'il ne l'est, mais je pense qu'aujourd'hui, il est urgent d'être rigoureux sur la sémantique. Et quand on intervient, nous, dans des institutions, des CMPP, des CESAD, etc., ils ont forcément un moment, une injonction concernant de quoi vous parlez. Quelle définition vous mettez derrière quel concept, etc. Je vois cet enfant en évaluation à l'aide d'une échelle de Wechsler notamment, et je suppose, et ça sera confirmé par la suite, qu'en fait cet enfant présente un trouble de la conscience phonologique. Donc, suite à des séquelles de prématurité et un accouchement difficile, on a des facteurs anamnestiques assez neurodéveloppementaux. Et voilà, chez une enfant qui a très peu parlé, qui était plutôt inhibée, alors qu'il ne faisait pas de bruit en classe, on ne la dérangeait pas, on ne la sollicitait pas non plus, etc. Elle s'est mise à développer des fragilités dans l'acquisition du lexique, dans l'expression, dans la syntaxe. Et bien entendu, quand elle est arrivée en CP pour apprendre la lecture, patatras, l'automatisation de la lecture ne se fait pas. Est-ce que pourtant elle a la maladie de la lecture? C'est une vraie question. Est-ce qu'elle a la maladie de la lecture et la maladie de l'orthographe, qui est une autre maladie? Est-ce qu'elle a en plus la maladie de la mémoire de travail? Belle question. Et on voit mais je pense que c'est ainsi qu'il faut se poser ces questions-là, parce qu'au sein de la grande nébuleuse des 10, eh ben, on va avoir certaines notions qui, moi, me paraissent fiables en tant que troubles, et qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans les classifications officielles. Et puis, il y en a d'autres qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve de manière beaucoup plus biscornue et qui, aujourd'hui, sont davantage considérés comme des symptômes. Et il est évident chez cette petite fille que le problème, ce n'est pas la lecture. Le problème, c'est le traitement phonologique. Et si on nomme un trouble à partir de son symptôme, ben bien sûr qu'on va patiner pendant des années. C'est évidemment une enfant qui a une rééducation par diagnostic, qui s'épuise donc dans les consultations avec une surcharge thérapeutique très nette. Elle n'a plus le temps vraiment de faire autre chose. Les parents aussi s'épuisent parce qu'ils courent d'un soignant à l'autre. Ils doutent, l'enseignante aussi doute, tout le monde doute. Donc ça participe d'une espèce de flou artistique autour du développement de cet enfant. Et c'est avant tout dû au fait qu'il y a une sémantique qui théoriquement ne peut pas fonctionner, historiquement non plus, mais qui néanmoins a été utilisée. Alors, bien, je ne jette la pierre à personne et je ne cherche pas du tout à vous faire culpabiliser si vous utilisez cette sémantique. Mais peut-être qu'au terme de ce webinaire, eh ben, je vous explique en quoi est-ce que historiquement ça ne pouvait pas fonctionner. Excusez-moi. Voilà, c'est que historiquement, les 10 se sont développés à partir de la neurologie de l'adulte cérébro-lésé et de cerveau modularisé adulte. C'est-à-dire que Broca voit les trépanés revenir du front, ils ont tous à peu près une lésion au même endroit,
et on découvre la zone de Broca avec les célèbres aphasiques. Gall découvre derrière les acalculiques, Henschen les apraxiques, Henschen les acalculiques, etc., etc. On connaît assez bien l'histoire des minimal brain damage, lésions cérébrales minimes. Je vous passe les détails parce que je n'ai pas le temps de développer, mais c'était dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique de prescrire les premiers psychostimulants à des enfants qui n'avaient pas de lésions. Et donc, on a fait un glissement sémantique via le Collège d'Oxford. Je vous renvoie à l'excellent chapitre de Sylvie Chocron sur cette question dans son bouquin chez Solal en 2012. On a fait un glissement tout simplement qui consistait à garder le sigle MBD, mais à parler de Minimal Brain Dysfunction. Et c'est à partir de là qu'on a eu ce raisonnement-là, qui a tenu un temps à l'international, mais qui aujourd'hui survit péniblement en France, qui est de parler de dyslexie comme on parlait d'alexie, de dysphasie comme on parlait d'aphasie, de dyspraxie comme on parlait d'apraxie. C'est-à-dire de partir d'une modélisation de cerveau d'adulte et de plaquer ce système de cérébrolésion chez l'enfant. Bien entendu que ça ne pouvait pas fonctionner pour une raison toute simple, et là les développementalistes parmi vous seront d'accord, c'est que le cerveau de l'enfant n'est pas un cerveau d'adulte en miniature, et qu'on ne peut pas faire ça. Mais ce type de plaquage, alors, vous voyez, on est allé jusqu'à faire l'hypothèse qu'il y avait la bosse des maths, et que les dyscalculiques, s'il y avait 6% de dyscalculiques, c'est parce qu'il y avait la bosse des maths. Depuis, on a largement fait le travail, je vous renvoie au ANAE 121, au ANAE 102, au numéro d'ANAE, et aujourd'hui, je connais encore des personnes qui parlent de dyscalculie, mais c'est une notion qui se démonte extrêmement facilement parce que les enfants qui sont dans l'incapacité d'automatiser des procédures mathématiques ne relèvent pas nécessairement d'une problématique exclusivement neuropsychologique. Et lorsque c'est neuropsychologique, les maths ne sont que le symptôme d'une atteinte de voie plus centrale. Mais ça nous a mené dans un champ confusionnel qui est le nôtre aujourd'hui, qui est la grande galaxie des 10, la nébuleuse des 10, où on peut schématiser de cette manière-là, en mettant tout au même étage. Évidemment, on s'y perd, ça ne peut pas fonctionner, une modélisation de ce type-là. Et aujourd'hui, en termes de sémantique, il faut faire l'effort d'aller traduire d'une certaine manière ces notions-là, de remettre les symptômes à leur place de symptômes, et si on pense qu'il y a trouble neuropsychologique, d'aller l'identifier s'il se situe sur un des pans qu'on retrouve dans les troubles du neurodéveloppement. Alors attention, parce que dans le trouble, aujourd'hui, on a les formes prototypiques et puis après, on a le continuum. Donc il est parfois très difficile de distinguer ce qui est de l'ordre véritablement d'un trouble, où on a une hypothèse très forte et puis ensuite on a une hypothèse plus hésitante. Vous voyez, et plus l'enfant est jeune, évidemment, plus parfois les choses sont difficiles à évaluer. Mais parfois, on travaille aussi avec des traits grands sur lesquels c'est très cristallisé. Il se traînait un trouble depuis tout petit et on n'arrive pas à savoir si c'est la puberté ou vraiment une hypothèse neuropsychologique, ou les deux, parce qu'on n'est pas forcément sommé de choisir entre l'un et l'autre. Et il peut y avoir bien entendu les deux, et il y a souvent plusieurs facteurs associés, et non pas troubles associés. Je ne vous parlerai pas des troubles associés, c'est une autre sémantique, moi, qui me gêne beaucoup, parce que c'est une problématique considérable en institution. Quand on arrive en formation, ils nous disent « Ah, on a des problèmes avec les troubles associés ». Non, vous n'avez pas de problème avec les troubles associés, vous avez un problème pour la lecture des symptômes d'un trouble, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et la dynamique des symptômes et ensuite des conséquences des symptômes sur d'autres sphères. Et ça, quelque part, c'est de la psychopathologie ou de la neuropsychologie développementale. Donc, ça, c'est un schéma développemental, je ne vais pas le détailler tout de suite, mais qui permet de penser de manière beaucoup plus dynamique cette question du développement normal et atypique. Et si on veut effectivement évoluer dans l'utilisation de sa propre sémantique et être à jour des perspectives scientifiques actuelles, il est urgent de rejoindre la sémantique des troubles du neurodéveloppement, qui en comporte plusieurs. Bien entendu, les plus populaires actuellement sont les troubles du spectre de l'autisme. Je dis en France parce qu'on a des mesures nationales qui mettent en avant très fort les TND dans leur ensemble, mais particulièrement les troubles du spectre de l'autisme, qui sont le fer de lance des TND. Et puis ensuite, l'ancienne déficience intellectuelle, qui est désormais appelée le trouble du développement intellectuel. Moi, je suis tout à fait pour, c'est beaucoup moins plombant. Et puis dans le trouble du développement intellectuel, il y a développement, donc ça laisse une forme de plasticité possible par rapport à tout ça. Le célèbre TDA, avec ou sans hyperactivité, dont je vais reparler tout à l'heure, qui constitue parfois une nébuleuse syndromique très difficile à évaluer, et dont on peut interroger dans certains contextes le surdiagnostic, dans l'autre le sous-diagnostic. L'ancienne dysphasie, qui devient le trouble du développement du langage.
L'ancienne dyspraxie qui devient le trouble du développement de la coordination. Et vous voyez que tout ça est tout à fait en accord avec les travaux francophones récents. Je pense aux travaux de l'INSERM sur le TDC, par exemple. Et enfin, la catégorie des troubles des apprentissages scolaires. Je vous l'ai mis vraiment par honnêteté parce que moi, je suis contre. Je pense que ça n'existe pas, les troubles des apprentissages scolaires. Et je pense que si, effectivement, il y a troubles neuropsychologiques, la maladie des apprentissages scolaires n'existe pas. Généralement, je me réfère à des modèles anthropologiques pour le démontrer. Mais là, je suis un peu pris par le temps. Si vous avez des questions sur ce point, je me ferai un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Il me reste un quart d'heure, je suis à la bourre. Je passe à la question identitaire, à nouveau avec un enfant, un vrai enfant, qui m'est adressé par le biais de ma plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement, et qui arrive avec des problèmes de comportement très importants. Pour vous donner un exemple, c'est un enfant à qui on va dire non dans l'après-midi pour un deuxième goûter ou quelque chose comme ça. Il sort dans le jardin, il prend des gravillons, et il raye complètement la voiture neuve de son père avec les gravillons, et ensuite il jette les gravillons sur la fenêtre de la cuisine où tout le monde a commencé à s'installer pour dîner. Tout est comme ça. Il fait des trucs épouvantables. Il appelle sa mère, elle entend qu'il l'appelle, maman. Elle tourne la tête et il a pris son lacet, il l'a noué autour du cou de l'enfant de 9 mois et il lui dit maintenant, si tu bouges, je serre. Vas-y, vas-y, bouge, bouge. Et tout est comme ça. Question des parents. Pour nous, il est ou bien TSA ou bien HPI. Et en ces termes-là, et ce qui vient interroger la question de l'identitarisme. Donc ça va être la manière d'avancer avec eux, de les accompagner dans la compréhension du fonctionnement singulier de leur enfant, de la dynamique des symptômes de leur enfant, ça va être fondamental de ne pas tomber dans le piège sémantique de l'essentialisme. Et on a beaucoup connu ça à la fois sur les troubles du spectre de l'autisme et bien entendu sur le haut potentiel, puisqu'on vient nous poser la question, est-ce qu'il est haut potentiel ou pas? Et on est sommé de répondre de manière binaire. Alors, je vais vous donner un truc. Vous voyez, ça c'est par exemple le Autistic Pride Day qui a lieu le 19 juin, j'arrive pas à lire, chaque année, et qui est la fête de l'autisme. Au même titre qu'il y a une Gender Pride, une Gay Pride bien entendu, etc. Et on a un certain nombre comme ça de communautés identitaires qui vont participer un jour par an d'une célébration. C'est juste pour illustrer la question de l'identitarisme dans l'autisme. Récemment, on a eu des débats très intéressants. On en a parlé avec Laurent Motron il y a quelques semaines, des débats absolument très intéressants sur des collectifs de personnes avec autisme qui disaient non, nous ne sommes pas des personnes avec autisme, nous sommes des autistes. Ne nous enlevez pas notre identité, au même titre que des personnes malentendantes ou n'entendant pas du tout, peuvent dire non, nous ne sommes pas des malentendants, nous sommes des sourds. Et nous avons notre culture sourde, nous avons notre monde sourd et notre identité de sourd. Et je crois que en neuropsychologie, il y a un enjeu fondamental par rapport à ça. Et aujourd'hui, on est face à des dérives vis-à-vis de cette question-là. Si vous voulez tous les éléments en matière de publication, je vous renvoie au numéro 154 d'Anaé sur le haut potentiel, que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Nicolas Gauvry, l'excellent ouvrage de Catherine Brasseur et de Sophie Brasseur et Catherine Cuche, pardon, le haut potentiel en question chez Mardaga. S'il n'y en avait qu'un seul à acheter et que vous n'êtes pas au point sur le haut potentiel, je vous conseille clairement de prendre celui-là. Et puis si vraiment vous êtes calé, vous en apprendrez toujours beaucoup avec le livre de plus de 600 pages de Nicolas Gauvry et Nathalie Claubert, Psychologie du haut potentiel chez Debuck. Et à chaque fois, il est question de cet essentialisme et surtout de l'enjeu de l'essentialisme. Parce qu'à partir du moment où on appartient à une catégorie, on devient quelque chose, c'est notre identité. Et donc tout notre avenir psychique et notre construction qui s'en trouve impliqués. Et enfin, en ce qui concerne les troubles du spectre de l'autisme, je vous renvoie à l'excellent webinaire qu'on a réalisé avec le professeur Laurent Motron il y a quelques mois, qui est vraiment un document remarquable. C'est dans la rubrique 30 minutes avec. Vous aurez le lien sur mon diaporama pour ceux qui voudront le diaporama. On vous l'enverra avec joie. Et vraiment, ces 30 minutes de bonheur avec Laurent Motron, c'est extrêmement intéressant et il traite justement de cette question de l'essentialisme. Le point suivant, je voulais vous parler de la mémoire de travail par le biais de... Je reprends l'histoire de Lisa de tout à l'heure dont je vous parlais, qui avait donc un trouble de la mémoire de travail, et donc les conséquences, c'est qu'on n'allait pas tenter de lui apprendre ces tables de multiplication. Parce que si nous, on est à peu près formés, et encore dans ce qu'est la mémoire de travail, les parents, ils n'en comprennent pas forcément les enjeux, et dans tous les cas, ils ont entendu mémoire. Et il faut bien savoir, vous voyez l'importance de la sémantique, que quand on sonde des profs, quand on fait des études auprès des enseignants, eh ben pour eux, la mémoire de travail, c'est la mémoire qui est utile à l'école. Parce que mémoire de travail, et pour eux, le travail, c'est le travail de l'élève.
voyez, et à nouveau, ces confusions sont purement liées à un problème sémantique. Qu'est-ce qui se passe pour la petite Amélie? Du coup, elle a une table, j'ai dit Amélie, Lisa, elle a un petit support à côté d'elle sur lequel elle peut se référer, et on l'embête pas avec ça, et on lui dit de toute façon, t'en es pas capable, et ça nourrit le sentiment d'infériorité, parce que les autres, on leur demande d'apprendre la table, etc. Donc, ça participe de la dynamique négative de ces symptômes, moi, au moment où je la rencontre. C'est la première enfant avec qui j'ai mis en place un atelier Memento. C'est une technique que j'ai développée depuis, donc ça s'appelle Memento, avec lequel j'ai jamais mis plus de 24 minutes pour apprendre une table de multiplication à un enfant, à partir de principes, c'est une somme de principes neuropsychologiques assez élémentaires. À nouveau, si ça vous intéresse, je peux approfondir. Et c'est donc elle qui a mis 24 minutes pour apprendre une table, la table de 4 ou de 6, je ne sais plus. Et bien entendu, à partir de là, elle s'est mise à apprendre ces tables parce qu'elle en était tout à fait capable. Mais on avait dit qu'elle avait un trouble de la mémoire de travail. Ce qui interroge. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la mémoire et notamment, j'ai eu le plaisir de traduire un livre de l'espagnol qui est publié chez Masson, qui s'appelle La mémoire de l'enfant de développement normal et pathologique. Et c'est un des premiers constats que font les auteurs, qui sont Ana Soprano et Juan Narbona. Dans l'introduction du bouquin, ils disent « C'est une catastrophe, nous avons traduit Walking Memory par Memoria de Trabajo ». Et en espagnol, c'est une catastrophe parce que nous passons d'une notion dynamique, qui est la somme de processus qui s'articulent entre eux pour maintenir des informations en mémoire, poursuivre un but, inhiber les informations interférentes, flexibiliser éventuellement pour passer d'une tâche à l'autre, etc. C'est un ensemble de processus complexes qui ont été développés à peu près en même temps, de manière synchrone, avec ce qu'on appelle les fonctions exécutives, et qui sont en fait, pour faire une synthèse, alors vous ne serez peut-être pas d'accord, mais vous me direz pourquoi, pour moi, la mémoire de travail, la walking memory, c'est de la fonction exécutive avec de la sensorialité. Et je le résumerai comme ça. Ce sont des modèles concurrentiels d'une certaine manière. Et lorsque Alan Baddeley, qui est l'auteur de la Walking Memory que vous voyez ici, a développé son concept, il était, je pense, à peu près chronologiquement à la même heure que les auteurs sur les fonctions exécutives, sauf qu'ils ne se sont pas concertés et ils ont utilisé des termes qui sont différents. Mais c'est schématisé comme ça, la Walking Memory. Vous avez l'administrateur central qui pilote les tâches, qui soutient l'attention, qui inhibe les informations, qui passe d'une tâche à l'autre, etc. Et puis ensuite, vous avez la banque, la boucle phonologique, qui est là, qui est la banque de données, des données auditivo-verbales qu'on manipule en mémoire. Par exemple, de la répétition de chiffres à l'envers, par exemple, les jours de la semaine à l'envers. Vous allez articuler quelque chose en langage intérieur et vous allez le dire ou ne pas le dire. Et vous avez l'équivalent d'un point de vue visio-spatial, une banque de données visio-spatiale qu'on va réactiver en fonction de ce que l'administrateur central décide. Et puis ensuite, on a ce qui s'appelle le tampon épisodique qui vient faire tamponner des blocs, mais ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est important, c'est que initialement, nous avions une notion dynamique et on en a fait fondamentalement une notion statique. Et pour certains collègues qui ne sont pas forcément hyper formés dans la mémoire, eh bien, ils voient un enfant qui n'est pas bon de manière sélective dans des épreuves dites de mémoire de travail. Je pense notamment aux épreuves de répétition de chiffres, de répétition de lettres, de répétition de mots, qui sont très courants, parce qu'on a très peu d'épreuves de mémoire de travail visio-spatiale, en fait. Ça marche très mal, la mémoire de travail visio-spatiale. Par contre, en phonologique, on en a plein. Donc la dynamique, c'est pas compliqué. C'est qu'il y avait une jeune orthophoniste, alors j'ai évidemment rien contre les jeunes orthophonistes, mais qui n'était pas forcément au courant de ça, qui à son échelle, avec à l'intérieur des épreuves dites de mémoire de travail, et alors pour elle, ça évalue la mémoire de travail. Elle ne s'est pas forcément posé la question sur est-ce que ça existe en tant que tel, je veux dire. Et donc, elle voit qu'il y a ces épreuves qui sont sélectivement échouées, et donc, elle traduit par trouble de la mémoire de travail. Alors qu'en fait, non. C'est un problème sur le traitement phonologique qui fait que cet enfant échoue dans des épreuves de walking memory. On traduirait par mémoire en train de travailler. C'est pas beau, mais c'est plutôt l'avantage ça. Et en tant que tel, d'ailleurs, les troubles mnésiques chez l'enfant, c'est rarissime. Mais par contre, elle s'est laissée prendre sur un piège d'initié, qui est le fait de penser déjà que les troubles de la mémoire de travail existent sans en interroger la possible validité, la possible consistance. Évidemment catastrophique parce que ça sera toujours autre chose, ça sera toujours ou bien un problème attentionnel exécutif, disons, qui perturbe les résultats en walking memory, ou bien un problème phonologique, ou bien un problème visio-spatial. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre le symptôme pour le trouble. Et ça vient
strictement, avant toute chose, d'un problème d'ordre sémantique, c'est qu'on a mal traduit le terme de mémoire de travail, jusque dans les échelles de Wechsler, etc. Hein. Alors, bien entendu, dans le quotidien, moi, je ne vais pas vous embêter si vous me parlez de mémoire de travail, et pour aller plus vite avec les collègues, et se faire comprendre, je parle évidemment de problèmes de mémoire de travail. Mais d'y penser 5 minutes en se disant « Ah oui, ok, c'est pas ça le bon terme, en fait », ça permet de remettre du dynamisme dans cette notion dont c'était la vocation. Le point suivant, c'est bien sûr le trouble de l'attention. Je ne suis pas trop... C'est le trouble de l'attention, et ça, c'est une réflexion qu'on a avec plusieurs experts d'Octopus. Pardon Léo, je vais juste te dire, à mon avis, je peux te permettre de prendre ton temps. D'accord, ouais, je me doute que je vais un petit peu vite pour certains, mais vous inquiétez pas. C'est pas ça, c'est que je t'autorise à déborder un petit peu si tu le souhaites. Merci, maître. Je t'accorde les 10% d'erreur, tu sais. Tu es trop bon, Antoine Tallet. Alors, une phase un tout petit peu polémique, et je vais faire très attention à ce que je dise bien ce que j'ai l'air de dire, et à ce que vous entendiez bien ce que j'ai l'air de dire. Je ne vous dis pas que le trouble de l'attention n'existe pas. C'est pas ça que je vous dis, parce qu'après, il y a la question de l'existence administrative, il y a la question de l'existence clinico-scientifique, il y a la question de l'existence symptomatique. Voilà, on peut pousser le débat philosophique assez loin sur cette question. Mais moi, je regrette, si vous voulez, que les dernières classifications n'aient pas poussé le bouchon suffisamment loin, parce que, en fait, le problème, ça n'est pas l'attention. Les enfants qui présentent des troubles de l'attention, le vrai problème, ça n'est pas l'attention. Alors, je ne ferai pas de jeu de mots lacanien avec là, plus loin, tension, ce n'est pas le sujet de ce soir. Et pour ça, je vous renvoie à 2 webinaires qu'on a fait récemment. Le premier avec le Super Docteur Mario, ou Super Mario Docteur, si vous préférez. Et le deuxième, c'est un web colloque, toujours avec Mario Speranza, mais je pense que Mario est tout de même très incontournable sur cette question. Et on avait cette discussion-là ensemble récemment, et on tombait tout à fait d'accord sur le fait qu'en réalité, le problème scientifique du TDA, ça n'est pas l'attention. L'attention n'est qu'un symptôme. Le vrai problème du TDA, avant toute chose, pour monter une marche, le vrai problème, c'est ce qu'on appelle l'inhibition, le filtre, le contrôle, ce qui nous permet de focaliser notre conscience sur un ou plusieurs objets de manière simultanée et durable. Fonction exécutive suprême, puisque l'attention-concentration est directement tributaire du fait que vous filtrez en ce moment même. Vous focalisez votre conscience, si vous écoutez un petit peu, sur l'écran, sur ce que je raconte, et non pas sur les bouquins que j'ai derrière moi, ou vos enfants qui passent derrière, ou je ne sais pas quoi d'autre. Le téléphone qui sonne, vous empêchez, vous filtrez. Et la clé, je pense, pour bien comprendre la question fondamentale du TDA, c'est pas de se demander est-ce qu'il est inattentif ou est-ce qu'il est hyperactif. Ça, c'est pas le sujet, ça se voit. Le vrai problème, c'est est-ce bien l'inhibition, le filtre qui est au cœur du problème. Et pour aller encore plus loin, le vrai problème d'inhibition, c'est en fait le problème de la régulation. Et moi, j'ai été très heureux d'entendre Mario Speranza en parler lors de ce webinaire, parce que moi, ça fait des années que je défends cette position. C'est la seule position qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que dans le TDA, non seulement on a plus d'impulsivité, mais on a aussi plus de problèmes dans la régulation des émotions. Et je vais vous montrer par la suite à quel point c'est important dans l'accompagnement avec les outils psychoéducatifs dont on dispose aujourd'hui. La régulation. Et c'est non seulement la régulation cognitive, c'est la régulation émotionnelle, c'est la régulation idéopsychique. Alors après, on discutait de ça avec le professeur Borst du LabCiDev Paris-Descartes il y a 2-3 jours. Est-ce qu'il y a une inhibition ou est-ce qu'il y a plusieurs inhibitions? Moi, de mon point de vue, on pourrait envisager plusieurs types d'inhibitions, à nouveau que je pourrais développer si vous le souhaitez, et qui permettraient d'être encore plus fin dans la recherche de tel ou tel type d'inhibition. Et en quoi c'est fondamental? C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, vous le savez certainement, tout ce qui concerne la psychoéducation a le vent en poupe. Nous, on ne compte plus les formations qu'on nous demande sur les groupes d'habileté parentale de type Barclay ou les interventions SMART, ça marche hyper bien, ça fonctionne vraiment de manière très spectaculaire avec certaines familles, à partir du moment où il y a des principes psychoéducatifs qui sont progressivement implantés. Prenez Barclay, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus rudimentaire en psychoéducation. On a 10 ou 12 concepts à mettre en place, paf, on les met en place, et vous voyez, ça va mieux. C'est anglo-saxon, c'est simple, c'est pragmatique. Une des auteurs françaises les plus abouties sur cette question, c'est Céline Clément, vous voyez là, qui est aussi
experte et formatrice sur Octopus Formation, qui en plus est extrêmement sympathique, en plus d'être brillante. Alors, je vais vous donner quelques-unes de ses publications, si vous voulez aller voir. Et elle est vraiment pionnière dans la psychoéducation française. Et bien entendu, de nombreux des principes psychoéducatifs qu'on va proposer aux familles concernent la régulation. Alors, j'ai placé une diapo trop tôt. Régulation des transitions, régulation d'être avec quelqu'un, puis avec quelqu'un d'autre, de se gérer soi-même, aller dans la douche, etc., etc. La régulation. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est pourquoi est-ce que l'inhibition est la clé de la compréhension et la régulation est la clé de l'accompagnement. C'est dès lors qu'on travaille avec les parents sur comment est-ce qu'ils organisent la mentalisation et la régulation de la journée avec les enfants, eh bien, on se rend compte que la température monte de 10 degrés et que l'indice de sentiment de compétence parentale, lui, monte, pardon, la température baisse de 10 degrés et l'indice de compétence parentale monte de 10 degrés. Et là, on retravaille avec des parents qui ont envie, des parents qui sont fiers, des parents qu'on va pouvoir complimenter, des parents qui sentent qu'ils réussissent, alors même qu'ils étaient perdus avec un affreux Jojo qui rayait la voiture avec des graviers 10 minutes plus tôt. Ça, c'est une liste de 30 principes. Alors là, vous en voyez 27 apparaître, mais maintenant il y en a 30, et puis on les a développés. Si ça vous intéresse qu'on vous les envoie, c'est 30 principes psychoéducatifs à mettre en place au quotidien. Alors, généralement, on ne les met évidemment pas tous en place en même temps, surtout pas. Moi, j'en installe un par semaine ou un par séance, et je n'installe pas les 30. Ou alors c'est très rare. Mais on a bien souvent des parents qui viennent nous voir, qui sont très démunis, et en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas mis en place de principes d'exercice de leur parentalité. Je vous donne un exemple tout bête qui va peut-être vous faire sourire. Se complimenter entre parents sur la parentalité. C'est-à-dire, vous demandez au père, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un compliment à madame sur sa parentalité? Et vous, madame, c'est quand la dernière fois que vous avez souligné à monsieur que vraiment il avait été un très bon père à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là? C'est un truc tout bête à mettre en place. Mais interrogez les parents, vous-même, c'est quand la dernière fois que vous avez, pour ceux qui ont des enfants, c'est quand la dernière fois que vous avez souligné à votre conjoint que c'était un formidable papa ou maman? Enfin, parent 1, parent 2, pour être correct. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, un autre conseil, continuez. J'ai même le temps de vous parler 30 secondes des chiffres, puisqu'on a une dérive sémantique très importante aussi avec cette question des chiffres. Mais ça, c'est depuis David Wexler, 1939 jusqu'à nos jours. Alors, je vais prendre l'exemple de l'échelle de Wexler, mais on pourrait parler d'autres tests et qui ne sont pas forcément construits sur une loi normale. Mais vous savez que nos tests sont étalonnés sur une loi normale, c'est-à-dire une répartition où l'on trouve 68%, 68,4% pour être précis, des personnes qui s'inscrivent entre un écart type vers le bas et un écart type vers le haut. Pour prendre la comparaison la plus fréquente, si vous allez au supermarché et que vous mesurez la taille des gens, bah vous allez en trouver 68% qui font, je dis n'importe quoi, hein, mais entre 1,60 m et 1,85 m. Et vous allez en trouver, chez les adultes, hein, et vous allez en trouver 2,27% qui font moins de 1,40 m et 2,27% qui font plus de 2 mètres. Voilà. Bah, c'est exactement pareil. On étalonne, on fait passer le test à 1088 enfants. Ça, c'est pour le WISC 5. Et ensuite, on va les répartir par classe d'âge et on va les ranger là de manière à ce qu'on ait les performances moyennes de 68% des enfants qui sont ici, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Par convention, on décide que la moyenne est à 100 et que l'écart type est à 15. On aurait pu décider que la moyenne était à 200 et l'écart type à 30 ou autre. C'est une pure convention statistique. C'est un des coups de génie de David Wexler, c'est d'avoir continué d'utiliser l'appellation quotient alors que ça n'était plus un quotient. C'est un placement. C'est un classement sur une courbe de Gauss. Alors, je sais bien qu'il existe les notes T, les notes Z, les centiles, etc. Mais de toute façon, ça restera à la base un traitement par performance, un indicateur de performance. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que l'autre, ça veut dire que là, à ce temps précis, je me situe dans les 20% les plus efficients de ma catégorie avec cette personne-là comme testeur et à un moment donné. Or, qu'est-ce qu'un chiffre? Eh bien, un chiffre, alors je suis navré, mais comme je n'ai pas d'interlocuteur, je suis obligé de donner la réponse, de faire la question-réponse. Un chiffre est la trace écrite d'un nombre. On confond souvent chiffres et nombres, on fait souvent l'erreur parce qu'on nous apprend à l'école que les chiffres, c'est avant 10 et qu'à partir de 10, ce sont des nombres. Non, ça c'est complètement faux, ça sert juste à confusionner les enfants, mais on est très fort en France pour confusionner les enfants en maths. Chiffre, la différence entre chiffre et nombre, c'est que le chiffre est la trace écrite du nombre. Et qu'est-ce qu'un nombre? Un nombre,
Alors là, je vais aller doucement parce que c'est un petit peu abstrait. C'est un argument invariant et abstrait qui caractérise une grandeur indépendamment de son apparence. Je vais reprendre. C'est un... Comment j'ai dit? Ça y est, je suis fatigué. C'est un argument invariant et abstrait qui caractérise une grandeur indépendamment de sa forme, de son apparence. Ça, c'est la définition du nombre, et la définition du chiffre, c'est que c'est le symbole qui désigne le nombre. Or, là, il n'y a pas de quantité. C'est un rang percentile. Donc, en tant que tel, ça ne renvoie pas à un traitement par quantité. Mais on a quand même collé des numéros dessus par pure convention statistique. On n'était pas du tout obligé de le faire, on aurait pu en rester à des rangs percentiles. Et il est beaucoup plus exact de dire il arrive dans les 50% les plus forts que de dire il a 100 de QI. Mais malheureusement, étant donné les raccourcis sémantiques et idéologiques, pour des intérêts financiers et politiques bien entendu, qui sont faits, on en arrive à des familles qui nous consultent avec des enfants pour nous dire il a combien de QI, il a combien au test. Parce qu'il y a cette réduction sémantique du rang percentile à un chiffre et du chiffre à quelque part une quantité. Il est à quelle hauteur? On demanderait presque, il a combien comme il mesure combien? Alors que fondamentalement, la construction même, l'aboutissement sur ces données quantitatives ne renvoie pas à des nombres. Voilà, un dernier mésusage sémantique, et c'était ma dernière diapo. Bien entendu, nous, c'est tout le temps qu'on a des raccourcis ad QI qui nous arrivent, et puis avec des familles qui vont parfois, du coup, se diriger dans une mauvaise compréhension de leur enfant. La question du chiffre de QI qui revient le plus souvent, c'est évidemment, il a combien de QI? Est-ce qu'il est au potentiel? Donc là, vous cumulez les approximations sémantiques qui font que, attendez, c'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet, en fait. On s'en fout. Déjà, il n'est pas, il présente de hautes potentialités. C'est ça que j'aurais dû vous dire tout à l'heure quand je vous parlais du livre de Brasseur et Cuche. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Nicolas Gauvry, il dit même, il faut arrêter de parler de HPI, il faut parler d'enfants avec un haut QI. C'est ce qu'il y a de plus factuel. Et Sophie Brasseur et Catherine Cuche, elles, invitent tout le monde à parler d'enfants avec des zones de haute potentialité. Si vous y réfléchissez, vous verrez que ça règle la question des profils hétérogènes, comme nous le montre très bien Guylaine Labouré. Et c'est extrêmement efficace de faire cette petite gymnastique, de parler d'enfants présentant de haute potentialité intellectuelle, plutôt que d'enfants à haut potentiel intellectuel. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais remettre la diapo de départ. Et puis, je vais accueillir avec grande joie vos questions pendant précisément 23 minutes. Merci beaucoup, Léo, pour ton intervention, qui était vraiment très intéressante. Alors, traditionnellement, ceux qui le souhaitent peuvent applaudir, remercier Léo et également faire part de leurs questions. Merci beaucoup, Léo, pour ton intervention. Je la trouve chouette, puis temporellement assez appropriée pour une rentrée. Je suis d'accord avec toi, c'est souvent indispensable de dire de quoi parle-t-on quand on aborde la question des troubles du neurodéveloppement. Et j'ai souvent d'ailleurs l'habitude de dire dans mes interventions que savoir ce que c'est qu'un trouble, c'est autant en parler de la personne qu'on a en face de soi, éventuellement un patient, que de parler de l'histoire de ces troubles et de cette sémantique. Donc merci à toi, je trouve que c'était une intervention qui était particulièrement épistémologique, finalement. Tu connais mon fond théorique et mon rapport à l'épistémologie. Alors après je suis vraiment désolé parce que j'ai dû aller vite par moment pour certains. Moi, c'est des raisonnements que je pratique, qui sont en évolution, en réflexion critique, mais qui sont plastiques. Donc, vous m'entendrez peut-être dire légèrement autre chose dans un an, mais le fond ne changera pas fondamentalement. Je vais répondre aux questions qui se posent avec grand plaisir, mais je voulais remercier la communauté d'Octopus d'être aussi fidèle et sympathique et sérieuse pendant ces rendez-vous mensuels qui sont à chaque fois pour nous des super événements. Ah, écoute, je te pose la première question qui nous a été posée par Christelle, qui demande si tu peux revenir un instant sur ton affirmation que les troubles des apprentissages scolaires n'existent pas. Oui, C'est très simple. parce que ça peut être relayé, ça. C'est très simple, et je vais prendre l'exemple du trouble du calcul pour ça, puisque je suis spécialisé en cognition mathématique, et donc c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et on a beaucoup publié lorsque j'étais à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, notamment dans le cadre de la revue ANAE, mais pas seulement, avec particulièrement Claire Meljac et Jean-Paul Fischer. Jean-Paul Fischer étant considéré comme étant vraiment le meilleur chercheur mondial sur la dyscalculie développementale.
Donc j'en parle avec sérénité et ça me sert de paradigme pour penser les autres troubles des apprentissages scolaires. C'est-à-dire que quand on cherche l'enfant dit dyscalculique, qu'est-ce qu'on trouve? On avait fait une recherche qui portait sur 1588 enfants qui consultaient dans des centres de référence pour les troubles du langage des apprentissages, avec l'idée qu'on allait quand même avoir une surprévalence d'enfants avec des troubles des apprentissages, dont ceux des maths. Au sein des 1588, on en isolait 201 pour lesquels il était fait mention de difficultés en maths. Alors on passait peut-être à côté de certains, mais 201 pour lesquels il était fait mention de difficultés en maths, de dyscalculie, de toutes ces choses-là. Bien. Et après, on testait les enfants selon 3 méthodes plus ou moins laxistes. Et à la fin, on regardait combien d'enfants pouvaient potentiellement être éligibles à la notion de trouble spécifique du calcul. Spécifique veut dire « et seulement ». Et donc, combien on trouvait d'enfants? Un potentiel enfant. On trouvait un potentiel enfant sur les 201 rapportés aux 1588. C'est-à-dire rien. Dans sa conclusion, Jean-Paul Fischer écrivait « Donc, si la dyscalculie existe, elle concerne au mieux 0,01% des enfants à 0,01% près. » C'est vraiment une blague de matheux, quoi. En revanche, on ne s'est pas arrêté là et on est allé chercher pourquoi est-ce que ces enfants, potentiellement, est-ce qu'on avait des données sur pourquoi est-ce qu'ils présentaient des maths? Eh bien, on a observé une récurrence de clusters, c'est-à-dire des espèces d'ensemble de facteurs qui se retrouvaient chez certains enfants. Premièrement, on avait une surprévalence de filles. On avait 2 tiers de filles parmi nos dyscalculiques, parmi nos potentiels dyscalculiques. Alors que normalement, on a plutôt 2 tiers de garçons, 2 tiers à 3 quarts de garçons. Tiens, qu'est-ce que ça fait là? Comment ça se fait qu'on ait 2 tiers de filles? Les filles, elles comptent moins bien? Bien sûr que non, les filles ne comptent pas moins bien. Et elles ont le même cerveau mathématique que les hommes. En revanche, il existe un stéréotype qui dit que les filles sont moins compétentes en maths que les garçons. Parallèlement, c'était la confiance en soi qui était associée aux filles qui échouent particulièrement en maths. Et donc là, le problème, on avait chez certaines filles aucun problème d'ordre neuropsychologique ou dans les tests d'efficience cognitive ou quoi, rien. C'était uniquement un problème affectif, émoussement émotionnel, inhibition au sens comportemental des petites filles anxieuses, discrètes, etc. Très bonne candidate pour être au diagnostic de dyscalculie. Deuxièmement, on avait des enfants fragiles ou troublés en langage. Troisièmement, des enfants fragiles ou troublés sur la sphère visio-motrice. Quatrièmement, des enfants fragiles ou troublés sur le plan, vous voyez, je repasse la diapo, sur le plan exécutif attentionnel, c'est-à-dire ici, là ou là. Ou alors des enfants qui étaient effectivement avec une étiologie au départ plutôt psychose affective, et on trouve un niveau intellectuel globalement plus bas chez les enfants consultants en maths, mais c'est complètement normal. Bon, eh bien on avait là tous les facteurs qui accompagnaient ensuite le développement des maths. Parce que les maths, dès le début, on a du langage, on a de la visiomotricité, on a évidemment de l'attention-concentration, on a des stéréotypes sexués, on a le niveau intellectuel global qui joue sur la compréhension. Les maths, c'est l'abstraction. L'intelligence, c'est l'abstraction. Donc forcément, des enfants un peu fragiles du point de vue intellectuel, en rapport avec l'abstraction et ce que constituent les maths, bien entendu que ça va être plus compliqué. Et on connaît aujourd'hui la trajectoire, confrontée en plus aux techniques pédagogiques globalement très inappropriées depuis 1987 avec les jeunes enfants, voir les travaux de Rémi Brissot, dont il y a d'ailleurs une journée d'hommage qui est prévue très bientôt. Et donc en fait, c'est la somme de ces choses-là qui font que ces enfants présentent des difficultés en maths, et comme il y a une forme d'engouement et de popularité des 10 et que les gens sont très très peu formés à la dyscalculie fondamentale, eh ben, on va mettre un symptôme en avant, un trouble des apprentissages scolaires en avant, et circuler, il n'y a pas. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Dans ce cas-là, il faut regarder sur le plan cognitif global, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sous-tendre le retard en maths, la lacune, la procédure plaquée, parce qu'en fait, c'est ça, les enfants qui ont des problèmes récurrents en maths, certains d'entre vous ont eu des problèmes récurrents en maths et ont détesté les maths. Généralement, vous avez détesté les maths très tôt dans votre enfance. Et généralement, c'est autour de la moyenne section de maternelle que ça commençait à être confus, que du point de vue de la suite numérique, langagier, ça allait pas forcément très bien. Vous avez vu que pour les autres, ça allait mieux. Ensuite, dans le pointage, vous aviez des incompréhensions, vous ne savez pas très bien. Puis comme la suite n'était pas bien automatisée, du coup, ça devenait une surcharge, c'était déjà désagréable, donc vous n'avez pas une appétence particulière, alors que l'autre à côté, il a une appétence, parce que les matheux, ils savent pourquoi ils sont bons en maths et ils adorent les maths. Et donc, à partir de là, on a un ensemble de symptômes qui vont venir expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une non-automatisation. En lecture, souvenez-vous, donc ça c'est pour la dyscalculie, mais ce paradigme-là, il s'extrapole très bien avec la dysgraphie ou le trouble de l'écriture. Et là j'appelle aux psychomotriciens qui sont parmi nous, hein, je pense que Florence Roger doit être là ou d'autres voix expertes. Avec la lecture, on va retrouver exactement le même dispositif. Et on va avoir Franck Ramu qui va défendre une hypothèse très phonologique de la dyslexie,
et Sylviane Valdois qui va défendre une hypothèse très visio-attentionnelle. Bon, ben dans les deux cas, le problème, ce n'est pas la lecture. Le problème, c'est le canal cognitif qui sous-tend l'automatisation de l'apprentissage. Et vous comprenez du coup pourquoi je dénonce la question des troubles des apprentissages scolaires, c'est que moi, je n'ai jamais rencontré un enfant qui présentait un trouble des apprentissages scolaires. Des troubles neuropsychologiques, oui, j'en vois tout le temps, enfin, j'en vois beaucoup, qui se répercutent dans les apprentissages, mais un enfant qui a un trouble des apprentissages scolaires pur, qui tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, j'en ai jamais vu, on pouvait toujours expliquer la symptomatologie de la non-automatisation, des ingrédients préalables qui posaient problème et qui expliquaient du coup le fait que le trouble des apprentissages scolaires n'est pas un trouble, c'est un symptôme. J'ai fait vite, j'espère que c'est mieux et que la collègue a pu comprendre. Non, c'est très bien, Léo, c'est bien expliqué. Si je peux me permettre juste de faire une remarque là-dessus, parce que c'est une question qui est. Je trouve que effectivement, les troubles d'apprentissage scolaire dans la sémiologie des troubles du neurodéveloppement, elle est un petit peu à part. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que, bien sûr, ce n'est pas une approche neuropsychologisante du tout des troubles des apprentissages, que cette nosologie-là, troubles spécifiques des apprentissages. Et je me dis que finalement, c'est une façon de pouvoir circonscrire au domaine scolaire une difficulté chez un élève, mais en même temps, quand on la nomme, elle n'est pas du tout explicative de sa difficulté. J'ai l'impression que c'est quand même véritablement admis dans l'entité nosologique en elle-même, que ce n'est pas une entité explicative en soi. Mais finalement, c'est une vraie question qui se pose aussi pour le TSA. Hein. Quand on dit TSA d'un individu, finalement, la raison pour laquelle il y a un TSA, elle n'est pas donnée dans la réponse non plus. C'est quelque chose qui est toujours assez difficile, je pense, conceptuellement à accepter quand on découvre les troubles du neurodéveloppement. Seconde remarque, qui sort peut-être un tout petit peu de ton intervention, mais néanmoins qui est la directe conséquence de ton intervention, d'un inconnu. Je comprends ce que dit Léonard sur on arrête de parler de 10, mais comment faire quand les administrations ou l'éducation nationale sont en retard et si le diagnostic de 10 n'est pas posé, rien ne se met en place, comment envisager de faire évoluer les choses? Et en même temps, j'ai envie de te poser la question parce que je sais que tu es quand même souvent en lien avec l'éducation nationale et que tu as de l'expérience sur cette question-là. Oui, et j'ai une réponse qui est en plus très pragmatique. Bravo déjà pour cette question, félicitations, parce que c'est une question qu'il faut poser, parce que sinon, ça veut dire que je vous laisse face à une espèce de vide. Parce que là, il y a ce que je vous dis, vous allez me dire, je comprends, je suis d'accord, etc. Mais demain, la MDPH bloque parce qu'il n'y a pas un multi-10, ou parce qu'il n'y a pas au moins 2 10, parce qu'il travaille avec le taux d'éligibilité. Tout ça, c'est n'importe quoi, mais passons. On ne va pas aller sur le fonctionnement des MDPH. À nouveau, je n'ai rien contre les MDPH et l'hétérogénéité des fonctionnements des MDPH ou des écoles ou des administrations, etc. Je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la réalité scientifique, clinique de l'enfant. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il faut arrêter de penser en termes de 10. Et après, il y a la réalité socio-administrative. C'est-à-dire, je tairai ce qui n'a pas besoin d'être dit, mais je dirai ce qui a besoin d'être dit. C'est un prolongement d'une phrase du serment d'Hippocrate. Je dirai ce qui a besoin d'être dit. Parce que si on dit à une administration qu'il présente, j'en sais rien, un sluggish cognitive tempo et qu'elle ne connaît pas, mieux vaut lui dire qu'elle présente un TDAH. Même si on n'est pas d'accord avec la sémantique TDAH. Et si la MDPH du coin ne jure que par la dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, bien entendu que, à titre personnel, dans mon compte-rendu de bilan, je vais prévenir les parents, je vais leur dire, voilà, je vais écrire, je ne le pense pas, mais je vais l'écrire, mais là, c'est le passe-droit dont vous avez besoin. Donc tout ça est devenu très stratégique en fait. La technicité du système sanitaire, médico-social et pédagogique nous amène en fait, pour rester dans le coup, à avoir un peu une double vie. Il y a la double vie publique, où là, il faut s'ajuster à la sémantique des uns et des autres, essayer de les accompagner vers une sémantique moderne. Et puis, je pense qu'il y a la vie scientifique, intellectuelle propre, où là, il faut faire la gymnastique de passer le cap de ces 15-20 ans de troubles 10 pour aller vers la nosologie des troubles du neurodéveloppement. Donc, pour résumer, si vous sentez que vous allez davantage nuire à l'enfant, ou si vous sentez que ça ne va pas favoriser son développement harmonieux, utilisez la sémantique de votre interlocuteur. Et surtout, parce que, et en le forçant, par exemple, j'en sais rien, mais une psychologue de terrain qui vient prendre la MDPH, qui va leur dire non, mais attendez, vous n'avez pas écoutez ce que dit Léonard, là, il dit les 10, ça suffit. La MDPH, elle est susceptible de dire ok, bon, bah, toi, on te blacklist, tu n'as pas à nous dire ça, et le dossier de ton enfant, on te le bloque. Donc forcément, en fonction de son interlocuteur et de son parcours, il va falloir être souple.
dans cette question de la sémantique, parce que ça peut vite passer pour un truc tyrannique et fasciste. Hein. Moi, je ne vous dis pas quoi dire. Je vous propose une manière de penser. Après, vous direz bien ce que vous voudrez. Mais il faut s'adapter. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne nomme pas les choses uniquement en fonction de la personne qu'on a en face de soi, mais aussi de à qui on transmet l'information. Bien sûr. Et regarde, imagine, je recevais récemment là une maman, elle venait de Lille. Alors moi, j'ai une consultation à Paris et une consultation à Pau. J'ai quasiment plus de consultations à Paris d'ailleurs. Et je recevais une famille qui venait de l'île de la Réunion, qui a fait Saint-Denis de la Réunion, Paris, Paris-Pau, pour un diagnostic de TSA. Donc j'ai mis Pierre Jarlan dans la boucle en lui disant, écoute, je vais avoir besoin d'un pédopsychiatre s'il y a un diagnostic à poser. Je bloque 3 heures de manière à faire entretien avec l'ADI, observation de l'enfant, etc. Et puis que je puisse avoir un avis à peu près clair. Généralement, si je vois une famille et un enfant en 3 heures, j'ai un avis. Quand il s'agit d'un trouble du spectre de l'autisme, mon avis est fait au bout de 3 heures. Et au moins, je dis à la famille si j'en pense quelque chose ou pas. Et là, au bout d'une demi-heure, je t'ai envoyé la vidéo de l'enfant, Antoine. Au bout d'une demi-heure, je me dis, si lui, il est autiste, si lui, il présente un TSA, moi, je suis rabbin ashkénaze. Et en l'occurrence, je ne suis pas rabbin ashkénaze, même à mes heures perdues. Et donc, au bout d'une heure, je demande à la famille de faire une pause, parce que je fais très, très attention. Hein, quand on touche, on ne se méfie jamais assez des mots. Quand on touche à la question du diagnostic, et donc derrière à la question identitaire, on touche à quelque chose d'extrêmement sensible. Moi, j'ai vécu des choses vraiment très violentes avec ça. Et donc, je reprends mes esprits, je dis à la famille qu'on fait une pause, je les récupère 10 minutes plus tard, je réfléchis bien à la situation, et je leur dis, bon, écoutez, je vais vous donner mon avis. Je donne toujours un pourcentage de cohérence avec moi-même. Donc, je leur dis, voilà, là, j'ai un taux de fiabilité de... Ah, problème de connexion, Léo nous a quittés inopinément. Alors, ce que je propose toujours dans ces situations-là, c'est de faire appel à votre patience 1 minute. Voilà, j'en étais sûr. Te voici de retour parmi nous, Léo. On t'entend pas encore, il faut que tu réactives ton micro. Ouais, merci pour ta réaction. Et donc, je récupère cette famille et je leur dis, écoutez, moi, de mon point de vue, pour répondre à votre question, je pense à 99,9% de fiabilité que votre enfant ne présente pas de trouble du spectre de l'autisme. Et là, la mère s'effondre et me dit, oh non, me dites pas ça. Ça faisait 6 mois qu'elle était sur tous les sites d'associations de personnes avec autisme et identitairement, elle vivait déjà son enfant comme appartenant à la communauté du monde bleu, okay, du monde de l'autisme. Je dis non, attendez, on va aller jusqu'au bout. Et pour moi, c'est plutôt, je pense que cet enfant relève d'une problématique neuropsychologique et qu'il relève plutôt du diagnostic de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, pour expertise, je l'ai envoyé donc vers Antoine Tanet et vers Pierre Jarlan, qui est vraiment un pédopsychiatre très avisé sur toutes ces questions-là. Et ils avancent. Mais sur le moment, la maman a commencé par me dire « Oh non, arrêtez, me dites pas ça ». Elle avait à faire le deuil de quelque chose. J'ai eu, quand je travaillais à Levallois-Perret, un courrier d'avocat qui me demandait de faire des excuses écrites pour exercice illégal de la médecine, alors que les parents m'avaient tanné pendant 1 heure, sans mauvais jeu de mots, Antoine, m'avaient tanné pendant 1 heure pour savoir si oui ou non il était autiste. À l'époque, j'étais à la Pitié-Salpêtrière, je faisais un doctorat sur l'autisme. Donc, je voyais plein d'autistes. Et en l'occurrence, l'enfant était complètement autiste. Et il me tannait, il reprenait, allez, dites-nous si oui ou non, est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas. On retrouve ce piège de l'identitarisme. Moi, j'ai essayé de botter en touche, etc. Et au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, je leur ai dit, écoutez, vous me le demandez, je vais vous donner mon avis. Pour moi, il présente un trouble du spectre de l'autisme. C'est une évidence. Un gamin de 4 ans qui était autiste canaire. C'était évident. Et là-dessus, la mère se fond en larmes. Le père se lève, prend sa femme par le bras, ils sortent. Et c'était le samedi. Le lundi, j'avais un mail avec injonction de présenter mes excuses, sinon il portait plainte pour exercice illégal de la médecine. Donc, vous voyez comment, dans un sens comme dans l'autre, la question des mots qu'on utilise peut avoir des conséquences absolument fondamentales. Et notamment parce que ensuite, lorsque ces gens reconsulteront quelqu'un pour avoir un avis diagnostique différentiel, parce qu'évidemment, moi, j'étais nul, je suis nul, je suis un charlatan pour avoir dit un truc pareil.
eh ben, ils l'aborderont avec certains principes de précaution. Ils ne se tourneront pas vers n'importe qui, etc. Et pendant ce temps, c'est toute la trajectoire de cette famille et de ces personnes qui est en mouvement. Je Merci. m'arrête. Merci Léo pour ta réponse. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une question qui est revenue souvent, j'aurais te la poser. C'est celle de l'explicitation des différents types d'inhibition. C'est quelque chose que tu as évoqué et Ouais. plusieurs personnes qui assistent au colloque ont envie de t'entendre les détailler un peu. D'accord. Alors, on avait cette discussion avec Grégoire Borst, qui est vraiment le chef de l'inhibition actuelle en France, qui prend la suite d'Olivier Houdet. Alors, moi, je distingue 4 types d'inhibition. L'inhibition perceptive, qui est le filtre perceptif, le fait que vous filtrez les éléments de l'environnement qui vous parviennent pour focaliser votre conscience. Deuxièmement, l'inhibition comportementale, qui est le fait de contrôler certains comportements qui peuvent vous venir de manière impulsive et que du coup, vous ne faites pas parce que vous savez qu'il ne faut pas le faire, parce que ce n'est pas le moment, parce que je ne sais pas. L'inhibition émotionnelle, c'est le fait de chasser une émotion. Mais de toute façon, quand on inhibe, on remplace par quelque chose. Et donc, on va chasser une émotion en la remplaçant, par exemple, par une action. Je viens de perdre l'amour de ma vie, alors je m'immerge dans le travail pour ne pas... Et enfin, l'inhibition constructiviste, qui est l'inhibition d'Olivier Houdet, qui est le fait d'inhiber une théorie naïve, perceptive, pour installer un invariant physique fondamental abstrait. Je m'explique. Ça, c'est du post-Piaget, donc c'est forcément un peu philosophique. Je m'explique. Initialement, l'humanité pensait que la Terre était plate. Eh bien, enfant, nous ne concevons la Terre que plate. Et les dessins d'enfants de 3-4 ans, si on leur demande un bonhomme sur la Terre sera plate. La Terre ne peut pas être ronde. L'invariant physique abstrait n'est pas accessible. Et si on vous demande à vous de dessiner un bonhomme sur la Terre, à 95%, vous dessinerez un rond avec un bonhomme en haut. Certains ici ont certainement déjà vu faire ce test. Et ça, alors, à nouveau, c'est un résidu de théorie naïve, parce que personne ne vit au pôle Nord, ou quasiment personne ne vit au pôle Nord. Seulement, on place notre bonhomme au pôle Nord, parce que si on le place sur côté, c'est pas naturel, il va tomber. Théorie naïve, abstraite, qui fait abstraction de la règle de la pesanteur. Et ça, c'est l'inhibition que je trouve la plus séduisante pour penser le développement de la pensée globale, c'est l'inhibition constructiviste, qui est développé par Olivier Houdet, Grégoire Borst et le laboratoire Paris Descartes. Allez voir les travaux d'Olivier Houdet, H-O-U-D-E, sur cette question, c'est absolument passionnant. Mais je pense que ce sont des inhibitions qui relèvent certes des mêmes corrélats neurologiques, à savoir le cortex préfrontal, et qui pourtant n'impactent pas de la même manière sur les comportements ou sur la pensée. Merci Léo. Écoute, il nous reste 1 minute pour une dernière question et je crois que la question de Kemel s'y prête très bien puisqu'il te demande si tu peux résumer pourquoi on ne doit pas parler de 10. Est-ce que tu pourrais le dire en 2 phrases? En En deux deux phrases. phrases. On te demande un effort d'inhibition, Léo. Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique de respecter les recommandations de bonne pratique et d'accompagner l'évolution des pratiques collectives, institutionnelles et libérales. Et qu'aujourd'hui, le lexique vers lequel on est invité, c'est le lexique des troubles du neurodéveloppement, parce que si on ne parle pas le même langage, on ne pourra jamais se mettre d'accord. Et si on ne se met pas d'accord autour des enfants et des familles, ça signifie de l'errance diagnostique, de l'errance thérapeutique, du mal-être. Or, dans nos professions, nous avons l'arrogance absolument incondamnable de prétendre vouloir comprendre l'être humain et de proposer les ingrédients pour que ça n'aille pas pire. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais si vous êtes professionnel de santé, c'est tout de même une ambition qui confine à l'arrogance, au regard de la complexité de ce qu'est l'être humain et de la complexité des ingrédients nécessaires pour qu'il n'aille pas pire. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut être extrêmement exigeant avec nous-mêmes, tant en termes d'individus que de collectivité, et le langage étant le vecteur de toute forme de pensée, eh bien, je pense qu'il y a un effort de base, avant de faire un effort méthodologique sur qui fait quoi, quand et comment, il faut faire un effort sémantique qui est quelle terminologie on utilise, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le définit et pourquoi. Et donc, à ce titre, je pense qu'il est urgent que la France
de manière la plus massive possible, se mettent aux troubles du neurodéveloppement. Merci beaucoup, Léo, pour ce travail qui amène à appréhender de l'incertitude à une époque où justement, comme tu l'as très bien dit, il y a un risque d'essentialisation des troubles du neurodéveloppement. Merci à toi. Je pense que c'est d'ailleurs une intervention qui est bien fidèle à l'esprit d'Octopus, d'amener de la réflexion. On continue ce travail de réflexion le 22 septembre pour le prochain 30 minutes avec, dont la thématique sera l'hyperparentalité, animée par Bruno Imbeck. Nous n'avons pas encore le titre exact. Pour le connaître, je vous invite à nous suivre sur les pages LinkedIn et Facebook et consulter également le site d'octopusformation.fr pour avoir plus d'informations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci encore à toi, Léo, et bonne Merci à rentrée toi. à tout le monde. Bonne rentrée, ouais.